je vais vous parler des prophéties du magazine The Economist pour l'année 2017. The Economist est un magazine directement lié à l'élite mondiale. Il est principalement détenu par la famille Rothschild, et son rédacteur en chef, un homme qui assiste régulièrement aux réunions du Bilderberg. Un groupe secret où les plus puissants de la planète planifient notre avenir, ou plutôt un club qui assure leur prospérité quelles que soient les conséquences. Les initiés connaissent la fameuse couverture de 1988, qui prédit l'effondrement du dollar et l'émergence d'une nouvelle monnaie mondiale, en 2018. Chaque année, le magazine propose une édition spéciale, avec sur sa couverture, des prédictions pour l'année à venir. Beaucoup d'événements y sont détaillés sous forme de symboles codés. On y découvre sur celle de 2015, la prédiction des attentats de Paris. Ils ont indiqué le lieu, à cette époque, le tableau de Léonard de Vinci, La Belle Ferronnière, se trouvait à Paris au Louvre. Quant à la date, elle est inscrite sur les flèches. Voici les explications. Ici, nous avons 1, 1, 5, 1, 1, 3, mais nous savons déjà que les prédictions concernent l'année 2015. On enlève donc 15, ce qui donne 1, 1, 1, 3. Soit 11 et 13, 13 et 11, ou 31 et 11. Il n'y a pas 13 mois dans une année. Le choix se limite à 13 et 11, ou 31 et 11. Il n'y a pas 31 jours en novembre. Il nous reste donc 13 et 11 avec le 15, ce qui nous donne le 13 novembre 2015. Regardez bien cette couverture, car je vais vous parler des prophéties du magazine pour l'année 2017. Les élites agitent une nouvelle fois le chiffon rouge, avec le risque d'une guerre de religion et la montée en puissance de la Russie. En d'autres termes, nos médias concentrent l'information sur le terrorisme et sur Poutine. Ici, on voit également la destruction brutale du Vatican, ce qui nous laisse entrevoir que le Saint-Siège pourrait subir une grave crise durant cette année. Les grands électeurs américains valident le résultat de l'élection, et nomment Donald Trump président des USA. On assiste à la cérémonie d'investiture du président américain, et cette passation de pouvoir entre Obama et Trump se déroule comme prévu le 20 janvier. On est confronté à de grandes révélations, liées à notre histoire, au sens large du terme. Ces profondes remises en question concernent notre religion, notre archéologie et nos gouvernements. Nos élites craignent de plus en plus Internet, car cette arme redoutable fait circuler l'information dans toutes les sphères de la société. De plus en plus de gens se réveillent et voient le monde tel qu'il est réellement. Le peuple européen prend conscience, grâce aux lanceurs d'alerte, qu'il est dupé de tous les côtés et dit « stop ». Le peuple dit « non » au traité de libre-échange transatlantique. Non à l'accord de partenariat transpacifique. Non à l'Europe. Les citoyens utilisent leur seul recours, les urnes et font trembler l'Europe sans toutefois la faire imploser. En tout cas, pas cette année. Le monde connaît des heures sombres. Le champignon nucléaire fait peut-être référence au nombre important de victimes. Est-ce une catastrophe naturelle de type épidémie? Ou une catastrophe liée au climat? Ou même, s'agit-il d'une catastrophe qui engendre l'autre? La haute technologie, et on parle ici du numérique, connaît une spectaculaire avancée, notamment dans le domaine de l'impression 3D et de la réalité virtuelle. Gardez bien à l'esprit que cela va véritablement bouleverser la vie du grand public, et vous n'imaginez même pas à quel point. Les applications qui concernent les technologies en question n'ont aucune limite. Comme je vous l'ai dit précédemment, le peuple veut changer de monde, et utilise les urnes. On a une roue de la fortune qui s'arrête ici, pour Marine Le Pen, sur le soleil. Elle brille dans les élections présidentielles françaises. Soit elle est élue présidente de la République, soit elle finit deuxième, très proche de son adversaire. Dans tous les cas, elle figure au deuxième tour des élections. Pour la chancelière allemande, Angela Merkel, ça se passe moins bien, car elle est évincée de la scène politique lors des élections fédérales allemandes de 2017.
Le troisième personnage concerne les Pays-Bas, un certain Geert Wilders, leader du parti d'extrême droite. Il est mis en avant ici, mais il semble que les résultats soient très improbables. Résultats serrés? Triche? 2017 marque le pic de la starisation, et voit émerger un grand nombre de nouvelles jeunes stars. C'est indéniable, la réussite appartient à celui ou celle qui compte dans son réseau, le plus grand nombre de fans, et la tendance n'est pas prête de s'inverser. Le magazine The Economist ne déroge pas à sa règle et rend public le 17 novembre 2017 la nouvelle couverture de son édition spéciale pour l'année 2018. Pour rappel, ce magazine est détenu en grande partie par la famille Rothschild et chaque année, ces gens offrent aux chercheurs de vérité de tout poil une couverture cryptée censée leur révéler des prédictions pour l'année qui suit et leur donne par conséquent l'occasion de s'exprimer en réseau sur la toile. Si vous avez quelques doutes à ce sujet, prenez le cas de cette couverture de 2015 où les élites indiquaient un an plus tôt les attentats de Paris survenus le 13 novembre 2015. Et pour ceux qui prétendent qu'on peut tout faire avec ces chiffres, je leur demande simplement de me donner une autre date pour cette même année, en utilisant les mêmes chiffres. Vous verrez que c'est purement impossible. Les précédentes couvertures ont toujours été très soignées. Or, cette édition 2018 semble avoir été réalisée avec un Commodore 64, un PC des années 80. Mais je pense savoir pourquoi. Il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons. Les élites nous embrouillent et nous baladent sur tous les sujets qui animent la complosphère depuis des lustres. Je vais vous montrer quelques exemples. Ils nous suggèrent quelques pistes, avec des personnages puissants comme Donald Trump, Kim Jong-un, Xi Jinping, Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, Angela Merkel, Poutine, Macron, le Brexit, les guerres du pétrole, les guerres de religion, la remise en cause de l'histoire, les scandales liés aux enfants dans les milieux du pouvoir et du showbiz, les épidémies en Afrique, l'immigration de masse en provenance de pays africains, les écoutes de la population, des événements importants à venir dans des lieux populaires tels que New York, Moscou, Londres, Paris, Los Angeles, le Vatican, l'intensification des essais nucléaires en Corée du Nord, les cyberattaques, les dangers venus du ciel, des événements sportifs sous haute tension, le Tour de France, la Coupe du monde de football en Russie, les Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud, le remplacement au Japon de sa population vieillissante par les robots. Je pourrais continuer comme cela longtemps, mais ce travail serait de toute façon stérile, car il n'y a rien à trouver de ce côté-là. Aucune cohérence entre ces images ou ces couleurs. Vous pouvez y voir tout et n'importe quoi. Les élites se fichent de nous, cependant ils nous délivrent un vrai message. Voici ce que nous sommes pour eux. Des primates. Regardez de quelle manière les chercheurs communiquent avec des singes. Ils utilisent des lexigrammes similaires à notre couverture en question. En fait, ces gens de l'ombre nous disent en filigrane que nous ne sommes plus l'être supérieur de cette planète. L'homme est en passe d'être relégué au second plan par l'intelligence artificielle. Cela vous fait certainement peur, mais cette idée devient aujourd'hui de moins en moins farfelue, et l'évincer serait une forme de déni. Je me souviens qu'en 2016, on apprit que dans un laboratoire de recherche Google, Alice et Bob, deux réseaux neuronaux, avaient créé leur propre langage. Ces deux entités utilisaient leur propre cryptosystème, afin de mettre à l'écart Eve un troisième réseau neuronal, incapable de comprendre leur discussion. Quant aux chercheurs, ils étaient complètement dépassés par les événements et dans l'impossibilité de déchiffrer leurs messages.
Cette information factuelle que j'avais en mémoire, ainsi que la couverture du magazine The Economist, que je pense avoir décodé, me permettent de valider une nouvelle importante qui commence à fuiter sur le net. Accrochez-vous bien, car voilà ce qu'aurait créé l'intelligence artificielle il y a quelques années. Le cryptosystème du Bitcoin. Un cryptosystème connu sous le nom de blockchain. Et je vous invite à étudier son mode de fonctionnement en faisant vos propres recherches. Vous n'aurez aucun mal à trouver de bonnes sources. Les crypto-monnaies vont bouleverser nos sociétés, et les élites en sont à l'origine. Pensez-vous objectivement que ces hommes de l'ombre qui ont asservi les peuples par la dette, en imposant aux États du monde l'abandon de leur création monétaire, puissent aujourd'hui se faire doubler par quelques génies en informatique? J'ai longtemps cru que ces hommes avaient perdu la main avec Internet et ses réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que ces élites ont toujours un coup d'avance sur nous et qu'elles nous ont servi Internet sur un plateau d'argent afin de mieux nous contrôler. Cet outil connecté à travers le monde et utilisé d'une manière décentralisée devient pour l'intelligence artificielle son fer de lance et lui permet de se développer à grande vitesse et de s'épanouir pour à terme avoir un contrôle total sur notre monde. Pensez au film Terminator, où la machine tente d'exterminer l'homme. Et regardez ma vidéo, Les confidences d'un voyageur temporel. Nous ne sommes pas dans le monde de oui-oui. Voici ce qu'a dit Stephen Hawking, l'un des plus brillants scientifiques vivants. Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. Voilà, nous connaissons la couverture de l'édition spéciale 2019 et j'imagine que beaucoup de gens étaient dans les starting blocks afin de la découvrir. Je n'ai pas obtenu d'informations sensibles car tout est ordonné en haut lieu et les décideurs protègent bien le secret. Néanmoins, cette personne m'a confié que l'année dernière, ils avaient été très agacés par, je cite, « tous ces abrutis qui diffusaient sur YouTube des analyses sur une couverture provisoire ». D'après eux, ça cassait l'événement de la sortie de leur édition spéciale, une édition qui est aujourd'hui, pour l'entreprise, un coup marketing majeur et incontournable. Pour leur boutique en ligne, ils sont obligés, lors de leur vente en précommande, me dit-il, de fournir une image, mais par stratégie marketing, ils ne veulent dévoiler cette couverture qu'à la sortie officielle du magazine. C'est ce qu'ils feront effectivement plus tard sur leur page de vente en ligne, même si j'ai pu obtenir cette image 5 jours plus tôt par un moyen détourné. Pour écarter toute ambiguïté, ils avaient donc décidé de diffuser cette année une image vierge et le noir était le meilleur choix possible. Je ne vais pas revenir sur les précédentes couvertures, hormis sur celle de 2017 qui fait actuellement parler d'elle. Des gens m'ont fait remarquer que The Economist avait anticipé le mouvement des gilets jaunes. C'était pour moi une simple coïncidence car le jaune est l'une des couleurs dominantes de ce dessin. Puis je me suis demandé si l'artiste n'était pas parti de cette révolution jaune pour créer le reste de son œuvre. Pourquoi pas? À partir de là, j'ai constaté qu'on avait représenté la carte de Paris avec l'effet miroir, une technique que les initiés utilisent souvent pour dissimuler des messages. Sur cette carte, on aperçoit un éclair noir pointer les environs de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Est-ce là le présage d'un attentat ou d'un drame à cet endroit? L'avenir nous le dira. Certains pensent qu'il y aura des attentats lors de prochains rassemblements citoyens. Effectivement, des États ont, dans le passé, utilisé la stratégie de la tension pour favoriser l'émergence d'un État autoritaire. En d'autres termes, des gouvernements ont déjà commis de faux attentats pour contrôler leur peuple. Ce n'est pas nouveau. Je vous invite à lire les écrits de l'historien suisse Daniel Ganser, spécialiste en la matière. Personnellement, je ne pense pas qu'un tel attentat puisse avoir lieu un jour de révolte populaire. La pilule serait trop difficile à avaler. De plus, dans le cas d'une escalade dans la violence, le gouvernement deviendrait opportuniste et instaurerait l'état d'urgence, voire pire la loi martiale, s'il se sentait menacé d'un coup d'État. Concernant l'édition spéciale pour l'année 2019, tout commence pour moi par une synchronicité. En effet, j'ai diffusé en octobre sur le site du Parisien une citation.
La vie c'est comme un miroir, quand on cherche à voir ce qu'il se passe derrière, on se cogne. Alors imaginez un peu ma stupéfaction lorsque j'ai vu pour la première fois cette couverture. Celle-ci est imprimée à l'envers avec la technique miroir utilisée par Léonard de Vinci dans son recueil de 18 pages doubles, le Codex Leicester. Un livre acheté en 1994 par le milliardaire américain Bill Gates. Je vais maintenant survoler la couverture du magazine puis vous donner mon analyse. Ici nous aurons le 20 juillet 2019 la célébration des 50 ans du premier pas sur la Lune. Ici la sonde New Horizon doit effectuer le 1er janvier 2019 le survol de l'astéroïde surnommé Ultima Thule. Là nous avons le mont Fuji, le point culminant du Japon. Faut-il craindre sa colère en 2019? Ici, c'est une référence à la morphopsychologie, soit l'étude d'un visage pour connaître le caractère d'une personne. Et c'est aussi une allusion au système de reconnaissance faciale largement utilisé en Chine. Là, c'est la même chose avec Trump, mais il y a une variante. La mèche de cheveux est prise en compte. Sa coupe de cheveux nous donne-t-elle un trait de sa personnalité? Ou The Economist fait-il un parallèle avec un certain H? Là, l'éléphant représente l'Inde avec son économie florissante. Ici, c'est l'après-Brexit, symbolisé par le bulldog anglais, l'un des emblèmes du Royaume-Uni qui signifie force et robustesse. Le panda en colère est source de tensions possibles avec la Chine. Poutine braque une nouvelle fois l'arme du gaz devant l'Union européenne. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse inspirent le début de la fin des temps. Loin de moi l'idée de vous faire un jeu de mots, mais ces cavaliers sont à cheval entre le nord de la France et l'Angleterre. Nous avons là le tunnel sous la Manche, un lieu de passage de l'Europe vers le Royaume-Uni. Ce secteur suggère des tensions liées à l'immigration incontrôlée. La cigogne et le code-barre évoquent pour moi la marchandisation du bébé. Je pense à la GPA, gestation pour autrui, et je pense également aux prémices de l'humain génétiquement modifié, voire la Chine. Nous rentrons dans l'excellent film Bienvenue à Gattaca. Je reviendrai plus tard sur cette cigogne qui n'a pas fini de révéler des secrets. En 2019, on fêtera le 200e anniversaire du poète américain Walt Whitman. Carlo Pedretti, un historien de l'art italien et l'un des meilleurs experts de la vie et des œuvres de Léonard de Vinci, représente ici l'homme de Vitruve en Pinocchio. Alors posez-vous la question, pourquoi ? Attention, pour ceux qui seraient passés à côté, voici la quadrature du cercle tant étudiée par De Vinci. Dans le carré qui représente pour lui la création du monde, la matière ou encore le savoir, se trouvent les problématiques de nos sociétés. L'écologie et la pénurie du pétrole. En 2019, on fêtera le 150e anniversaire de Gandhi, un personnage qui incarne la paix dans le monde. La légalisation du cannabis, le business de l'ADN, le sport et l'argent, mais il y a autre chose, j'y reviendrai après. La cause animale, représentée par un pangolin, une espèce en voie de disparition. C'est actuellement le mammifère le plus braconné au monde. Angelina Jolie, la madone des causes humanitaires. Le hashtag MeToo, utilisé pour parler des violences faites aux femmes. Les élections sous haute tension en 2019, l'Afrique du Sud et la France face aux élections européennes de mai. Le peuple français semble être décidé à retrouver son pouvoir de décision. Artemisia Gentileschi, qui pourrait être le symbole du féminisme. Là, nous avons le déséquilibre de la justice, soit le 2 poids 2 mesures. Ici, le smartphone symbolise les hautes technologies et les problèmes que nous aurons bientôt avec l'intelligence artificielle. Regardez le film Here, celui-ci nous montre comment l'intelligence artificielle pourrait avoir une emprise sur l'homme à travers son outil quotidien, soit le téléphone portable. Alors pourquoi est-ce intéressant d'analyser les couvertures de The Economist? Parce que celles-ci nous donnent des prévisions sur notre avenir. Les élites, et notamment les Rothschild qui détiennent en grande partie ce magazine, connaissent notre futur parce qu'ils le créent au fur et à mesure, à travers leurs décisions. Ces gens ont un projet, un savoir et des moyens qui dépassent tout entendement. Je vais vous donner un exemple. Un chef d'entreprise projette de se séparer de son employé Georges, pour qui tout va bien. Le patron connaît sa personnalité et également sa situation personnelle. Georges a un petit salaire, il est célibataire, sans famille, avec une tendance dépressive. Voici la couverture que le chef d'entreprise pourrait lui faire.
Mais les élites pourraient avoir d'autres moyens de connaître notre avenir. Là, je vous demande de rester ouvert et d'aborder ce qui suit comme de la fiction. La vie est par définition insaisissable pour le commun des mortels et toute théorie est bonne à prendre pourvu qu'elle aide à la réflexion, même si au final personne n'aura de réponse. Je pense qu'aujourd'hui, seuls les hommes de l'ombre détiennent un bout de la solution. Cette couverture n'est pas comme les autres, puisqu'il s'agit de la 33e édition. Le 33 est un chiffre important pour la franc-maçonnerie, une référence au Christ ou à l'arbre de vie de la Kabbale. C'est la verticalité de l'homme représentée par sa colonne vertébrale et ses 33 vertèbres. Le 33 est également le numéro atomique de l'arsenic, un élément essentiel de l'alchimie pour ses propriétés de transmutation. Les élites ont donc choisi ce moment important pour nous faire des révélations extraordinaires. Revenons à cette cigogne blanche qui nous dévoile plusieurs secrets. Premièrement, cet oiseau migre de l'Afrique vers l'Europe. Un détail pas si anodin car cela nous renvoie au pacte de Marrakech et la libre circulation des peuples. En examinant le code barre, on s'aperçoit qu'il s'agit du numéro de téléphone de l'entreprise Sprint Spectrum LP. Cette entreprise de télécommunications spécialisée dans les mobiles fait le lien avec le smartphone de la couverture. On peut même y voir inscrit le nom de l'actuel président des États-Unis. Cette entreprise est localisée aux USA dans la ville Ephrata. Ephrata est l'autre nom utilisé par les Juifs pour nommer Bethléem. Cet important centre religieux est censé être le lieu de naissance et de couronnement du roi d'Israël David. Cette ville est également considérée par les chrétiens comme le lieu de naissance de Jésus. Les élites nous montrent ici le départ d'un nouveau monde avec une volonté de créer et d'imposer une religion universelle. Le lien avec le smartphone est pour moi le début d'une nouvelle ère avec la domination de l'intelligence artificielle. Cette couverture 2019 rejoint donc l'analyse que je vous ai faite pour l'édition 2018. Voir aussi le dossier TimeGate où je vous propose un futur possible. Dans le contexte d'un nouvel ordre mondial facilité par ces vagues migratoires, le symbole de la naissance en dit long. Il prédit l'avènement d'un nouveau peuple métissé avec une seule et même croyance. Est-ce la dernière solution pour enrayer le racisme et les guerres de religion? C'est une question qu'on doit se poser même si la diversité est à l'évidence une richesse pour tous. The Economist a utilisé pour la première fois de son histoire la technologie pour coder une couverture. Le code QR affiché sur le smartphone nous dirige vers une page secrète. Et là, je remercie chaleureusement The Economist pour le clin d'œil qu'il me fait, puisqu'il aborde l'un de mes sujets favoris, à savoir le voyage dans le temps. Il me donne par conséquent du grain à moudre. Sur cette page, on nous informe qu'un document a récemment été découvert. Il est question d'un texte que Léonard de Vinci a écrit quelques mois avant sa mort. Il détaille sa rencontre avec un mystérieux voyageur du temps. Après une brève explication tout aussi convaincante qu'étrange, l'inconnu remet au vieux peintre un objet rectangulaire en verre qui s'avère être un smartphone. Puis les deux hommes embarquent dans un engin pour un périple fantastique à travers l'année 2019. C'est à son retour que De Vinci deviendra prolifique dans divers domaines. Le dessin, la sculpture, la musique, la science, l'architecture, l'urbanisme, la philosophie, etc. Quel est le but de cette page ? The Economist confirme-t-il, comme dans ma vidéo Les confidences d'un voyageur temporel, que de grands écrivains ont été inspirés par des voyageurs du temps ? Carlo Pedretti semble abonder dans le même sens avec son homme de Vitruve en Pinocchio. Est-il en train d'insinuer que De Vinci n'a rien inventé ? Maintenant, je vais finir à quelques détails amusants que je relie avec le voyage dans le temps et donc à cette page dissimulée. Sur un micro-trottoir, si vous posiez la question « À quel film pensez-vous lorsqu'on vous parle de voyage dans le futur ?», j'ai la faiblesse de penser que la majorité des gens répondraient « Retour vers le futur ». Dans Retour vers le futur 2, on prédit la montre connectée, les lunettes en réalité virtuelle, la tablette tactile, la biométrie, la télévision à écran plein, le drone à usage courant, la visioconférence, la publicité en 3D, les manettes de jeu sans fil, et j'en passe. Le film a également fait couler beaucoup d'encre pour sa nature prophétique, et notamment pour avoir prédit les attentats du 11 septembre. Alors quoi de mieux pour The Economist d'utiliser ce film pour semer ces petits cailloux? Nous avons les lunettes, le nom du professeur, Doc, qui peut se lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers,
La balle de baseball, le sport favori de Marty. D'ailleurs, tout au long du film, il porte une singulière casquette de baseball. De plus, à sa sortie, ce long métrage avait causé l'hilarité de son public pour avoir montré les Cubs de Chicago remporter en 2015 les World Series, soit la ligue majeure de baseball. Contre toute attente, c'est ce qu'ils feront en 2016 après une disette de 108 ans. Alors pour conclure, je pense que les élites nous indiquent dans ce numéro spécial qu'ils iront au bout pour mener à terme leur projet de nouvel ordre mondial et qu'ils utiliseront des moyens avec lesquels nous n'aurons jamais accès. Parfois, la vie nous montre des signes du futur. Ça peut être des synchronicités, ces fameuses coïncidences qui n'en sont pas et qui nous bouleversent d'une telle force qu'on finit toujours par trouver le sens du message. Mais d'autres fois, la vie nous délivre un message plus collectif, qui concerne l'avenir de tous. Elle nous sème des indices lors d'événements marquants, et c'est là qu'il faut être attentif. En effet, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui a mis en émoi toute la population, j'ai été saisi par certains faits troublants. Ce monument historique est connu dans le monde, notamment grâce au roman de Victor Hugo, publié en 1831. Dans son livre Notre-Dame de Paris, l'intrigue se déroule en 1482, à l'époque où vivait Léonard de Vinci, et c'est avec ce dernier que je vais faire un lien avec ce tragique incendie. Le 2 mai 2019, nous allons célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. 2019 est donc l'année de ce grand visionnaire. D'ailleurs, le magazine The Economist en a fait le thème de sa couverture, et les commémorations s'enchaînent un peu partout sur la planète. Premier fait déconcertant. L'incendie a eu lieu le 15 avril 2019. Or, Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452. Il y avait une chance sur 365 que ce drame arrive un 15 avril. Et ça se complique en calculant les probabilités qu'une telle catastrophe se passe durant cette année si particulière, dédiée au grand peintre. Autre fait déroutant. La construction de Notre-Dame de Paris a débuté en 1163 avec la pose de la première pierre en présence du pape Alexandre III. 1163 est donc d'une certaine manière l'année de naissance de la cathédrale. En additionnant l'année de naissance de Léonard de Vinci, soit 1452, avec l'année de naissance de la cathédrale, soit 1163, on obtient ce chiffre. Tout le monde sait que Léonard de Vinci utilisait la technique miroir pour coucher sur le papier ses écrits, voire même de retourner certains chiffres ou certaines lettres pour rendre la lecture plus difficile. Accrochez-vous bien, car en retournant le résultat des deux dates de naissance, j'obtiens un chiffre. Et dans celui-ci, je retrouve la fameuse date de célébration des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, soit le 2 mai 2019. N'oubliez pas non plus que ce maître était connu pour ses talents d'architecte, une autre connexion avec cette extraordinaire cathédrale. Certains parleront de coïncidence, mais là, avouez que ça fait beaucoup. Alors, que faut-il y voir? Léonard de Vinci est un symbole de la Renaissance, l'icône d'une période charnière, d'une période de bouleversement et de renouveau, mêlée aux guerres de religion. Je pense que nous sommes actuellement dans une configuration similaire et que l'incendie de Notre-Dame de Paris est un marqueur temporel du déclin de notre civilisation. Attendez-vous à de grands changements et préparez-vous au nouveau monde. Pour terminer, j'aimerais vous parler de ma vidéo « Les prophéties 2019 d'un magazine pour les initiés ». Une vidéo que j'ai faite en décembre 2018 et dans laquelle je vous parlais d'une possible catastrophe dans la ville de Paris. J'avais pensé à un monument religieux, celui de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Il semblerait que ce monument soit Notre-Dame de Paris.
Dans cette vidéo, je vais tenter d'anticiper les thèmes qu'abordera le magazine The Economist dans la couverture de son édition spéciale pour l'année 2020, prévue en novembre prochain. Le magazine a compris l'engouement que suscitait sa couverture, notamment sur un plan prophétique, et oriente depuis 2017 le design de son cover vers la science-fiction et le paranormal. Je ne vais donc pas m'attarder sur la forme, car cette couverture devrait être totalement différente des précédentes, et je fais confiance à la créativité du magazine pour nous produire quelque chose de percutant. En 2020, on devrait assister en Arabie Saoudite à l'inauguration de la plus grande tour du monde. La Jeddah Tower se dressera sur une hauteur de 1001 mètres et deviendra le premier gratte-ciel à franchir le kilomètre. En Occident, on a du mal à concevoir que le Moyen-Orient est devenu à ce jour un nouveau pôle de l'innovation et des hautes technologies. Mais il suffit de regarder une ville comme Dubaï, une ville que je projette de visiter un jour, pour s'apercevoir à quel point cette région du monde a fait un bond dans le futur. Dans cette métropole, on devrait croiser des taxis volants un peu partout dans les rues, mais également des agents de police d'un autre temps, devant lesquels on devra se tenir à carreau. Pas étonnant que Dubaï organise en 2020 l'exposition universelle sur le thème « Connecter les esprits, créer l'avenir ». Et pour revenir à l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas la première nation à avoir naturalisé l'Android Sophia ? Et je ne parle même pas de leur projet Neom, une cité futuriste telle qu'on l'imagine dans les films de science-fiction qui met sur un piédestal l'intelligence artificielle. Alors pourquoi ce volte-face ? L'Arabie Saoudite prépare l'après-pétrole, car cette ressource, qui constitue une majeure partie de son économie, se tarit de plus en plus. Ce contexte particulier, mêlé à une géopolitique chaude bouillante, devrait nous amener d'ici 2020-2021 vers un nouveau choc pétrolier. À ce jour, l'Iran reste le seul pays du Moyen-Orient à posséder autant de pétrole facilement exploitable. Posez-vous donc la question, pourquoi de telles tensions avec l'Occident ? Ça paraît idiot d'affirmer que les guerres contemporaines se produisent principalement pour l'énergie bon marché, mais c'est pourtant la réalité. N'oubliez pas que la croissance économique mondiale ne repose que sur un accès à l'énergie abondante et peu chère. Préparez-vous au pire. 2020 sera probablement l'année de la crypto-monnaie avec l'émergence du Libra, la monnaie virtuelle de Facebook qui marquera à coup sûr le début d'une nouvelle ère pour les devises électroniques. La blockchain est un système ingénieux et peu coûteux qui séduit déjà les États et les banques, qui voient là l'opportunité de supprimer la monnaie physique au profit d'un meilleur contrôle du peuple. Un peuple heureux de vivre cette avancée sociale. J'ai étudié le fonctionnement de la blockchain, en long, en large, et je suis même allé sur les plateformes d'échange telles que Kraken pour acheter et vendre quelques crypto-monnaies afin de me faire une idée, car c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux. Eh bien pour ceux qui appréhendent un peu l'informatique, c'est mort. Et pour ne pas perdre vos monnaies numériques fraîchement acquises, il faudra prendre 1000 précautions. De plus, la spéculation sur celle-ci risque fort d'agiter vos nuits. Et c'est en ça que Facebook révolutionnera le secteur en offrant à son public une devise virtuelle stable adossée à une valeur sûre. Mais surtout en simplifiant l'achat de sa monnaie via son application Calibra, et en nous épargnant donc ces fameuses plateformes d'échange. De plus, à l'heure où je réalise cette vidéo, près d'une trentaine d'entreprises mondiales, telles que PayPal, Visa Mastercard et eBay, participent au projet et augurent déjà un bel avenir au Libra. Les GAFAM Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft devraient tout avoir leur propre monnaie virtuelle.
Alors pour les plus de 2300 coins et tokens qui existent aujourd'hui et qui ont quasiment tout été créés pour n'enrichir que leurs concepteurs, je ne leur vois aucun avenir. Même le Bitcoin a des origines douteuses. N'oubliez pas que cet actif digital est né dans l'ombre par des développeurs qui restent encore aujourd'hui anonymes. Combien ont-ils de Bitcoin à écouler? J'imagine bien un tas de Bitcoin s'échanger contre du Libra ou contre toute autre monnaie du même type. 2020 marquera le début de la crypto 2.0. Le 3 novembre 2020 aura lieu la 59e élection présidentielle américaine et Donald Trump, qui selon certains allait être destitué de ses fonctions, sera bien candidat pour un second mandat. Ce président n'est pas là par hasard, il laminera ses adversaires pour poursuivre sa mission. Il devra certainement son succès à ceux qui l'ont mis en place. Tout comme pour le président français qui défiera au printemps prochain une nouvelle fois les urnes lors des élections municipales, avec une tendance probablement similaire à celle des européennes. On peut donc s'attendre à de belles victoires avec la République en marche et le Rassemblement national, et peut-être même avec les écologistes. Pour l'élection présidentielle française de 2022, on a déjà bien préparé le terrain en écartant les partis traditionnels tels que les Républicains, le PS et la France Insoumise, pour nous proposer un simulacre de démocratie avec un copier-coller de l'élection présidentielle de 2017. Une fois de plus, beaucoup de gens pronostiquent la démission du président français avant le terme de son quinquennat. Mais je le vois aller au bout pour briguer et décrocher un deuxième mandat, car il suit à la lettre le plan mondial sans dévier d'un iota. L'année 2020 sera marquée par les Jeux sportifs et notamment par les prochains Jeux olympiques d'été qui se dérouleront sur les terres du Japon. Dans son histoire, le Japon n'a accueilli les Jeux olympiques d'été qu'une seule fois, en 1964. Et cette année-là, le pays avait connu un tremblement de terre meurtrier d'une magnitude de 7,5. Certes, les séismes ne sont pas rares sur cette île, mais pas d'une telle ampleur. Alors croisons les doigts pour que rien n'arrive de tragique là-bas, d'autant plus que The Economist a dessiné sur sa couverture de 2019 le mont Fuji. Faut-il y voir un réveil du volcan? En tout cas, c'est le scénario que propose le jeu vidéo japonais créé en 1993 par la firme Magifact pour Nintendo. L'histoire se passe en 2020 dans un climat post-apocalyptique suite à l'effroyable éruption du mont Fuji qui décima une population affaiblie par la Grande Dépression de 2010. Une crise économique que nous pourrons relier à la nôtre, soit à celle de 2008. Alors prions pour que ce jeu ne soit pas prophétique. En 2020, la ville Plymouth de l'État du Massachusetts fêtera ses 400 ans. Cette ville fut fondée en 1620 par les colons anglais du Mayflower. Le 16 septembre 1620, un groupe d'hommes et de femmes fuit l'Angleterre à bord d'un vaisseau marchand pour se rendre sur les terres du Nouveau Monde. Ils fuient leur pays suite aux persécutions religieuses et à cause d'un climat économique désastreux. Ils espèrent trouver l'herbe plus verte ailleurs et pratiquer leur foi en toute quiétude. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et vivre sur la terre des autres, c'est toujours s'exposer au danger. Les colons connaissent ainsi leur premier déboire avec les Amérindiens. À cela s'ajoute la famine et les épidémies. Quelque temps plus tard, on dénombrera qu'une cinquantaine de pèlerins qui devront leur survie aux natifs américains. On estime aujourd'hui que ces 50 rescapés du Mayflower, exilés en 1620, sont à l'origine d'une descendance de 35 millions d'Américains. Parmi eux, 8 présidents des États-Unis. Mais aussi des célébrités telles que Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Orson Welles, Katharine Hepburn, Christopher Reeve, Richard Gere, John Lithgow. Il existe aux USA un site officiel dédié au Mayflower qui recense cette descendance. On dit toujours que le monde est petit. Alors s'il y en a parmi vous qui se retrouvent dans cette lignée, qu'il me fasse signe.
À l'horizon 2020, les opérateurs mobiles français devraient nous proposer leurs premières offres commerciales de 5G, avec un débit 10 fois supérieur à celui de la 4G. Alors les craintes concernant notre santé et donc à notre exposition aux champs électromagnétiques sont justifiées, d'autant plus qu'on parle déjà de la 6G. Mais personne n'arrêtera le progrès, et nous devons nous montrer bienveillants envers les robots et leur intelligence artificielle. Soyons humbles avec nos futurs maîtres. Et comme j'imagine que notre consommation d'énergie électrique augmentera sensiblement au cours des prochaines années, cela m'amène à la COP15, un grand rendez-vous de 2020 sur le climat et sur la biodiversité qui se tiendra en Chine. Nos gouvernements aiment l'écologie, notamment pour nous raqueter toujours un peu plus sur le CO2, un gaz produit en grande partie par nos océans. Des océans qui recouvrent environ 70,8% de la surface de la Terre. Alors messieurs qui nous gouvernez, pensez à reboiser nos forêts partout dans le monde, car nos forêts aiment le CO2. Malheureusement, pour conclure avec cela, je suis certain que nos dirigeants vont encore nous pondre une nouvelle loi pour le bien commun. Beaucoup d'entre vous ont été déçus par la nouvelle couverture de cette édition spéciale, et je ne peux que les rejoindre. Effectivement, il y a un gouffre entre celle-ci et la précédente, tant sur la forme que sur les informations à y découvrir. Comme tout le monde, j'ai compris que ce dessin était en rapport avec les tests optométriques, des tests visant à mesurer l'acuité visuelle. Lors de mes recherches, je suis tombé sur l'échelle Monoyer. Et j'ai découvert que l'inventeur avait dissimulé son nom parmi les lettres. À gauche, Monoyer, EDM pour docteur en médecine, et à droite, Ferdinand. Je pensais être sur la bonne voie, mais Wikipédia m'a mis sur la piste d'autres inventeurs, tels qu'Hermann Snellen, et son tableau colle parfaitement à notre couverture de magazine. The Economist nous livre ici un véritable test de vue. Et après vérification, j'ai constaté que tout était à la bonne échelle. Vous pouvez donc l'utiliser chez vous, soit directement avec le magazine, soit à travers ma vidéo sur votre écran d'ordinateur. Mais vous devez respecter quelques consignes. Mesurez en millimètres la hauteur de la lettre E, puis divisez la valeur par 88, et ensuite multipliez le tout par 6. Le résultat indique la distance en mètres où vous devez vous placer pour effectuer le test. Exemple, 28 divisé par 88 fois 6 égale 1,9 mètres. 28 étant dans ce cas la hauteur de E. De là, si vous pouvez lire le mot vision en rouge, qui correspond à l'acuité visuelle 20 sur 20, alors votre vision est optimale. Merci The Economist. En 2020, quand le président français mettra en application sa promesse sur le remboursement des lunettes à 100%, nous irons tous faire ce test chez un professionnel. Les experts du magazine, chaperonnés par les hommes de l'ombre, pratiquent la futurologie et mentionnent clairement dans leur tableau quelques mots-clés en relation avec des événements prévus pour 2020. Le 3 novembre 2020 aura lieu la 59e élection présidentielle américaine. L'Union européenne a donné son feu vert pour accorder un report de la date de sortie du Royaume-Uni jusqu'au 31 janvier 2020. L'intelligence artificielle est devenue un thème récurrent. C'est l'axe central de notre avenir. En 2016, l'intelligence artificielle avait prévu la victoire de Donald Trump 10 jours avant le scrutin. D'après The Economist pour 2020, l'IA nous prédit sa défaite, mais ce n'est pas mon intuition. Les prochains Jeux Olympiques d'été se dérouleront sur les terres du Japon. L'année prochaine, la NASA lancera entre le 17 juillet et le 5 août une nouvelle mission d'exploration de Mars avec son rover. Le rover Mars 2020 a pour ambition de trouver des traces de vie passée à l'aide de divers instruments dont un petit hélicoptère.
En 2020, la COP 15 se tiendra en Chine. C'est le grand rendez-vous des questions liées au climat et à la biodiversité. C'est le 11 en chiffres romains. 11 pour une coupe, vous connaissez? En 2020, on aura le championnat d'Europe de football, un tournoi qui se déroulera pour la première fois dans 12 grandes villes européennes. En Europe, les taux d'intérêt négatifs accélèrent le naufrage du bateau. En effet, depuis 2008, nous naviguons sur le Titanic financier, et pendant que certains s'agitent dans la cale du navire pour colmater les fuites, là-haut, l'orchestre joue à tout va pour distraire le peuple. On connaît la suite. Narendra Modi, qui vient de débuter son 2e mandat à la tête de l'Inde, promet l'avènement d'une nouvelle Inde, nationaliste, à l'économie moderne et numérique, qui se placerait parmi les grandes puissances de la planète. Dubaï organise en 2020 l'exposition universelle sur le thème « Connecter les esprits, créer l'avenir ». Abréviation pour signifier les objectifs de développement durable. Une référence à la sortie du dernier James Bond, Mourir peut attendre. L'année prochaine, on fêtera les 250 ans de sa naissance. Nous avons le mot vision pour la vue, mais nous verrons plus tard la signification du S. Encore une allusion à la COP 15. En astrologie chinoise, le 25 janvier 2020 débutera l'année du rat de métal. En 2008, nous avions eu l'année du rat de terre. Et voici ce que disaient les experts et maîtres de Feng Shui. L'année pourrait rimer avec tensions internationales, catastrophes naturelles et turbulences boursières. Cette année-là, nous avons eu la fameuse crise bancaire et financière suivie d'un krach boursier, et les catastrophes naturelles ont causé la mort d'environ 240 000 personnes. Source Wikipédia. En 2020, on organisera la conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ce traité devrait être renforcé. L'utilisation d'armes nucléaires, intentionnellement, accidentellement ou par erreur, conduirait le monde vers un chaos. Elizabeth Warren vise la place de Trump et monte dans les sondages. Cette démocrate inquiète toute l'élite financière. Le 6 avril 2020, on fêtera les 500 ans de la mort du maître de la Renaissance italienne. 2020 marquera les 200 ans de la naissance de Florence Nightingale, une infirmière britannique qui a modernisé les soins infirmiers. En 2020, d'après le magazine, la Russie pourrait une nouvelle fois menacer le bon déroulement des élections américaines, avec cette fois-ci l'intervention de la Chine et de l'Iran. Voici selon moi le message que veut nous donner The Economist. Vous avez effectué le test de vision et votre vue est optimale, soit 20 sur 20. Nous sommes heureux pour vous. Mais savez-vous réellement voir le monde qui vous entoure ? N'êtes-vous pas conditionné à l'observer d'une certaine manière, en oubliant les détails, ces petits détails qui font toute la différence? Toutes les lettres ont été utilisées, sauf une. Ce S qui collait au mot vision lui donne un tout autre caractère. Vision fait référence à la précognition, l'art d'obtenir des informations du futur par des moyens inexpliqués scientifiquement. Chaque personne qui se met en situation de réflexion durant des mois, des jours, des heures, s'ouvre inconsciemment à cet univers invisible, à ce champ d'informations éternelles qu'on appelle champ akashique, et reçoit des informations d'autres dimensions temporelles. C'est probablement le cas lorsque vous faites face à une synchronicité, ces fameuses balises de votre futur, ou durant ces impressions de déjà-vu, ou même encore pendant ces phénomènes de télépathie que nous avons tous expérimentés. Hormis la question du contact avec les voyageurs du temps, un sujet de science-fiction qui me sert de point d'appui pour mes vidéos d'anticipation,
Cela pourrait expliquer comment les intervenants du magazine The Economist ont pu faire, sans s'en rendre compte, certaines prédictions troublantes. Et je pense également à ces réalisateurs de films et à ces écrivains qui ont anticipé l'avenir avec une précision déconcertante. Les exemples ne manquent pas. Jules Verne, Herbert George Wells, Arthur C. Clarke, George Orwell, enfin vous les connaissez tous. Et pour terminer, je vais vous faire une dernière révélation qui me concerne directement. Cette année, je suis tombé par hasard sur une vidéo de la chaîne YouTube de Fabien Olicard. Et celui-ci demandait à ses abonnés de laisser en commentaire une prédiction pour l'année en cours. Comme j'avais été confronté à une drôle de vision quelques jours plus tôt, je me suis prêté au jeu. Voici l'unique prédiction que j'ai inscrite sous sa vidéo le 11 février 2019 à 13 h. Et mon commentaire ne porte pas la mention « modifié ». Vous pouvez chercher ou contacter Fabien qui vous confirmera mes dires. De plus, j'ai pris la précaution de laisser une preuve sur un compte Twitter que je n'utilise pas, car un tweet ne peut pas être antidaté. On peut toujours chipoter sur les détails de cette annonce, mais l'ancien président français Jacques Chirac est décédé le 26 septembre 2019, et la fleur blanche que je voyais en arrière-plan est peut-être une référence aux nombreuses fleurs blanches posées dans l'église devant le cercueil. Évidemment, je ne prétends pas être voyant, car je suis comme le commun des mortels. Mais je constate qu'avec le temps et avec un esprit ouvert, ce type d'expérience devient de plus en plus fréquent. Et les synchronicités s'enchaînent, même si la difficulté réside toujours dans l'interprétation de ces signes. Alors ouvrez grand les yeux. Au risque de me répéter, j'aimerais insister sur le fait que ces couvertures sont loin d'être anodines, puisqu'elles sont le fruit d'une concertation des élites. Après des entretiens privés, The Economist synthétise sa couverture à partir de projections faites par les puissants, de la finance, du monde des affaires et de la santé, des dirigeants des GAFAM et des grandes figures de la politique. D'ailleurs, parmi les noms que j'ai vus défiler, j'ai vu celui d'Anne Hidalgo. Que vient faire cette dame ici? Il faudrait peut-être s'intéresser à elle pour les élections présidentielles de 2022. Ces gens peuvent se prêter au jeu des prédictions parce qu'ils créent notre avenir avec leurs décisions, même si parfois certains événements leur filent entre les doigts. La couverture de 2019 est une vraie pépite, car elle nous dévoile le plan du nouvel ordre mondial. Un programme défini sur le long terme et symbolisé dans leur œuvre par le voyage dans le temps. J'y vois des liens avec ma vidéo TimeGate, le dossier secret des voyageurs du temps, où à l'époque je parlais déjà du Grand Reset. Sur cette édition spéciale de 2019, on y aperçoit même le pangolin, un petit animal méconnu du grand public qui a marqué notre année 2020. Étrange, n'est-ce pas ? Quant à la couverture de 2020, je constate avec du recul qu'ils nous ont cyniquement invités à faire un test de vision. Car ils savaient pertinemment que nous avions tous un voile sur les yeux. Et effectivement, tout a été chamboulé en 2020. Et les grands événements ont été reportés, voire supprimés. Pourtant, d'après mes souvenirs, dès le début des années 2000, on nous avait préparé à l'idée d'une catastrophe mondiale en diffusant des vidéos montrant des entrepôts bourrés de cercueils en plastique. Ou encore en 2009 avec l'épisode de la mère Bachelot. Finalement, ils sont allés au bout de leur projet. Pour 2021, les élites ont choisi comme thème les jeux de hasard. C'est l'année 21 et au blackjack, on gagne avec 21. Le 21, c'est aussi le 777, le chiffre du jackpot. Comme pour le casino, les élites gagnent toujours, quel que soit le jeu. Pour faire tourner leurs affaires, ils introduisent dans la machine de la fausse monnaie, mais parlent de plan de relance. Ils nous disent que c'est nécessaire pour faire face à la crise sanitaire. En clair, ils utilisent abusivement la planche à billets pour leurs propres intérêts. Les profits iront toujours dans leur poche et les pertes finiront toujours en dette pour les peuples. La manette de cette machine à sous représente sans ambiguïté notre planète. Une preuve supplémentaire de leur emprise sur notre monde.
Les rouleaux de cette machine restent en mouvement, sauf ici où tout semble acté pour eux. Dès l'année prochaine, la question de l'armement nucléaire ravivera les tensions entre les grandes nations. En 2010, sous la présidence d'Obama, le New START, un traité signé entre les USA et la Russie, visant à réduire leur arsenal nucléaire, expirera en 2021. Depuis, les relations entre Washington et Moscou se sont détériorées, et les Russes semblent moins enclins à poursuivre cet accord. Quant à la Chine exclue de ce traité, elle poursuit massivement le développement de ses réserves d'armes atomiques, en toute quiétude. Dans un tel climat explosif, il faudra également s'attendre à des frictions avec des pays comme l'Iran et la Corée du Nord, qui convoitent toujours cette technologie. En tout cas officiellement, ils nous disent ne pas l'avoir. Maintenant, espérons que ce ne soit pas autre chose. Il n'est pas en tête de réduire en poudre une région du monde. Pour eux, Joe Biden est bel et bien le nouveau président américain. Et rien ni personne ne pourra remettre en question ces élections. Joe Biden aura la lourde tâche de remettre son pays au centre de la scène internationale, sur les rails d'un plan fomenté de longue date par les hommes de l'ombre. Pour sa survie, l'Amérique devra coûte que coûte montrer les dents et faire perdurer son hégémonie. L'Amérique est divisée en deux et ça n'est pas nouveau. Mais je pourrais faire ce même constat avec l'Europe, le Canada et bien d'autres pays. Aux USA, après une migration importante localisée dans certains États, le pays s'est scindé en deux. D'un côté, une population cosmopolite et colorée avec des cultures différentes et de grandes disparités sociales. De l'autre, une population blanche très conservatrice, effrayée de devenir minoritaire dans la Grande Amérique, un territoire pourtant volé aux natifs américains. Je ne l'oublie pas, et j'imagine à peine ce qu'ont vécu ces peuples. Les réseaux sociaux seront plus que jamais pour les puissants le caillou dans la godasse, et ils feront tout pour l'enlever. Les lois pour faire taire les dissidents s'enchaînent d'année en année, et la France fait le kéké en tête. Il nous en remet une couche avec sa nouvelle loi. Alors, si celle-ci passe un jour dans sa globalité, et si vous filmez un brave fonctionnaire chahuter une mamie sur le sol, il faudra garder votre séquence vidéo pour vos soirées privées, et ne surtout pas la diffuser au public sous peine d'une lourde condamnation. Et oui, les bruits de bottes se font entendre, et la France s'inspire d'une Chine qui adopte des mesures orwelliennes. Pour le reste, c'est l'incertitude, ils ne maîtrisent pas tout. La machine à sous représente également le côté imprévisible, car la crise sanitaire peut engendrer des conséquences inattendues et mal anticipées par l'élite. Quelle sera l'ampleur de la crise économique et sociale? Cela dit, c'est une période rêvée pour les hommes de l'ombre, car malgré quelques perturbations, la bourse continue son ascension, et les gros bouffent les petits. L'une de leurs devises, c'est d'acheter au son du canon, et donc durant une époque trouble comme celle que nous vivons actuellement. Et là, on ne parle pas de la vraie vie, où le gouvernement a pulvérisé les petites entreprises sans état d'âme, en l'espace de quelques mois. Quant aux sorciers en blouse blanche, ils s'apprêtent à vendre des milliards de doses de leurs produits miracles, élaborés à la hâte avec les restes du frigo. Les gouvernements maintiendront la pression jusqu'au printemps afin de réussir la distribution de leurs produits de perlimpinpin. Mais certains font la grimace car nos dirigeants sont contraints de ne pas rendre ces mixtures obligatoires, du moins pour le moment. En effet, ces produits montrent leurs limites pour diverses raisons et devront être injectés chaque année. Leur plus grand rêve, c'est de voir les gens se battre pour s'en procurer. Ma plus grande crainte, c'est que cela devienne le sésame pour voyager à l'étranger, ou encore pour assister à un spectacle, pour aller au cinéma ou pour se rendre dans un restaurant.
En clair, qu'ils fassent des rebelles des citoyens de seconde zone, soumis au couvre-feu perpétuel. Encore un point d'interrogation. Comment va évoluer la bête qu'ils ont créée et lâchée dans la nature? J'imagine que cet agent infectieux devait être un élément perturbateur, sans pour autant être très létal. Nous sommes tous des consommateurs utiles pour leur portefeuille, sauf d'après leur dire, les vieilles personnes qui restent pour eux un vrai fardeau. Honte à eux. Alors quelle sera la prochaine étape? Comment vont-ils entretenir cette profonde brèche sociale? La Chine est devenue l'ennemi juré des USA. Elle est en passe de devenir la première puissance mondiale, et les Américains ont de quoi s'inquiéter. Il y a très longtemps, lorsque je travaillais dans les centrales nucléaires, dans l'inspection, je voyais un peu partout des groupes de Chinois, appareils photo à la main, visiter les infrastructures. Ils mitraillaient tout et n'importe quoi, avec un sourire déconcertant. C'était l'époque du pillage de brevets. Puis ils sont devenus l'usine du monde, avec leurs produits à bas coût de piètre qualité. Aujourd'hui, ça change. Et avec leurs centaines de milliers d'ingénieurs dans la recherche et développement et leurs moyens financiers, il est fort à parier que les grandes innovations viendront de là-bas. L'intelligence n'a pas de frontières. En 2020, des incendies aux quatre coins de la planète ont marqué les esprits, notamment ceux d'Australie, d'Amazonie ou de Californie. Les Américains ont été traumatisés par le ravage des feux de Los Angeles, qui ont sévi jusqu'aux portes d'Hollywood. Et ce danger persistera en 2021 à travers tout le globe. À la différence de l'ancien président américain, Joe Biden n'est pas climato-sceptique et devrait mener une bataille pour la relance écologique. Mais dans son pays, des forces divergentes se tiendront prêtes à freiner ses ardeurs. L'avenir du dollar est devenu une question récurrente. Tout le monde lui prédit un funeste déclin, mais cette monnaie résiste toujours, malgré un nombre croissant de pays qui tentent de s'en affranchir. Le pétrodollar est l'arme absolue des Américains pour faire de leur monnaie la référence mondiale. Les dirigeants qui ont tenté de vendre leur or noir contre une autre devise n'ont pas fait de vieux os. La Chine et la Russie ont une carrure bien plus impressionnante et ces nations espèrent bien envoyer valser le billet vert. L'or qu'ils accumulent depuis un moment n'est pas sans lien avec cette envie de se dédollariser. Autre menace, dans un avenir pas si lointain, des gouvernements pourraient s'unir pour proposer une crypto-monnaie capable de mettre un terme à la suprématie du dollar. J'ai fait le tour de cette édition spéciale. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est ce que je ne vois pas sur cette couverture. Le retour en force de la Russie, les soubresauts de la Turquie, la poudrière du Moyen-Orient, le pétrole, l'intelligence artificielle, l'affaire de ce monsieur, l'influence croissante de cet autre individu. Enfin, il y a beaucoup de sujets importants qu'ils ont mis sous le boisseau. À l'instar des manipulateurs, notre gouvernement utilise allègrement le discours paradoxal. Par ses propos contradictoires et obscurs, il entend nous déstabiliser, nous culpabiliser, nous infantiliser, afin de prendre le contrôle de nos vies et nous faire accepter le pire. Alors utilisons le discernement pour ne pas sombrer dans la peur. Une année vient de s'écouler, et nous connaissons la nouvelle couverture de l'édition spéciale de The Economist pour l'année 2022. Ce magazine, détenu par de grandes familles influentes et richissimes, ont choisi une année particulière pour changer le titre de leur édition à succès. The Road In devient The Road Ahead. En clair, ils vont se focaliser sur une année précise et donner une tendance pour les années suivantes. Un nouveau logo le précise. Une sphère pour notre monde, 12 mois pour l'année en cours, la flèche du temps pour l'avenir et le côté prédictif. Aujourd'hui, quel que soit le sujet, si vous doutez d'une thèse officielle, vous êtes étiqueté de complotiste. C'était le cas avec l'affaire des armes de destruction massive en Irak. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le 5 février 2003, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Colin Powell agitait un dossier mensonger et une fiole de bicarbonate de soude comme arme biologique pour conduire l'Occident vers une guerre totale contre un tyran.
Ce pays ne possédait aucune arme de destruction massive, c'est un fait. Cependant, tel le poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal, le peuple oublie vite et finit toujours par boire encore et encore l'information qu'on lui sert, sans se poser aucune question. Avec cette couverture, je pourrais détailler chaque catégorie proposée, comme la santé, la technologie, l'écologie ou l'économie. Mais je vois avant tout un fil conducteur entre tous ces éléments. C'est un schéma global qui nous dévoile les prémices d'une gouvernance mondiale avec contrôle des peuples. Cette vidéo sonne comme une préquelle. Elle pourrait être la première partie de cette œuvre dystopique que j'avais réalisée en 2018, qui nous dépeint l'avenir de notre société. Sur cette couverture, j'ai trouvé une date précise, mais je vous la donnerai à la fin de cette vidéo. Sur cette image, on distingue en filigrane le viseur d'un sniper qui cible 3 années importantes pour les élites. Une période cruciale pour eux, avec notamment une année clé, celle de 2022. Comme vous pouvez le constater, un thème nous saute aux yeux, celui de cette infatigable crise sanitaire qui nous hante. La seringue blanche représente les 2 premières doses d'un traitement par injection, qui n'ont eu aucun mal à faire accepter au peuple. En revanche, la seringue rouge représente la 3e dose, celle de la ligne rouge à franchir. En effet, dans le passé, nous avons tous subi des traitements par injection en 2 étapes, mais jamais 3 doses. Les élites savent que si les populations approuvent cette 3e dose, elles accepteront tout. Ils ont 3 ans pour imposer leur traitement et faire grimper la courbe de la soumission partout dans le monde. L'année 2022 est donc pour cette puissance de l'ombre l'année de tous les dangers, puisque des révoltes en masse pourraient freiner la belle accélération que connaît leur projet d'une gouvernance mondiale. Comme certains d'entre vous, j'ai quelques notions de chimie et j'y ai vu quelques formules. L'hydroxyle, le monoxyde de carbone, l'hydroperoxyle, des composés chimiques néfastes pour le corps humain, ou encore ici avec la formule du bicarbonate. Les bicarbonates sont présents dans le sang et jouent un rôle majeur dans la régulation du pH. Le pH est un indicateur déterminant pour la santé. Alors The Economist nous fait entrevoir de belles découvertes dans le domaine de la santé, même si ça profitera une fois de plus aux plus riches. Il suffit de regarder cette série ou ce reportage pour s'apercevoir à quel point on se fout de nous. Chaque brevet du milieu de la santé est racheté par de grands groupes pharma pour un seul but, celui du profit à outrance. N'hésitant pas à faire passer certains produits de 13,50 $ à 750 $. Nous ne sommes que des vaches à lait. Revenons un peu sur les 3 années ciblées et remarquez le cynisme des puissants. 2021 plus 2022 plus 2023 égale 6066. Avec un 0 qui s'annule, on obtient 6, 6, 6, le nombre de la bête. Et pour vous prouver que rien n'est laissé au hasard, si on additionne les chiffres de chaque année, on a 5 plus 6 plus 7, soit un total de 18. 18, c'est tout simplement 6 plus 6 plus 6, soit une fois de plus le nombre de la bête. Si vous pensez que l'on peut tout faire avec les chiffres, alors donnez-moi 3 autres dates consécutives avec un tel résultat. Alors oui, pour arriver à leur fin, ils ont besoin d'un outil redoutable, le passeport numérique. Une arme bien plus ambitieuse que le laissez-passer sanitaire que la France a mis en place. Admirez le processeur au centre de la couverture, qui symbolise l'intelligence artificielle. Pendant que l'on détourne l'attention des gens avec des sujets qui tournent en boucle sur des chaînes d'information et que l'on utilise allègrement le diviser pour mieux régner, la recherche progresse à grands pas. Pour contrôler les peuples, les gouvernements ont besoin de l'intelligence artificielle. Certes, aujourd'hui ils n'utilisent que des algorithmes élaborés,
Mais demain, ils auront recours à une super intelligence artificielle, autonome et auto-apprenante. L'adoption d'un passeport numérique qui nous tracerait dans tous les domaines ne peut se faire que dans un climat de peur. Avec la santé, c'est fait. Tu n'as pas fait ta picouse, tu ne rentres pas. Avec l'écologie, c'est pareil. Si on estime que tu es un mauvais citoyen, tu paieras. D'ailleurs, les chefs d'État projettent d'instaurer un quota carbone individuel. En d'autres termes, vous gagnerez des points ou en perdrez en fonction de votre consommation. On peut penser à l'énergie, l'alimentation, les loisirs, etc. Un solde négatif vous conduira droit vers une belle taxe, prélevée immédiatement sur votre compte. Cela sera rendu possible grâce à la monnaie virtuelle, et c'est là que rentrent en jeu les crypto-monnaies. The Economist nous indique, selon lui, les crypto-monnaies les plus sûres à long terme. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Cardano, avec cependant des différences de taille quant à leur impact écologique. Une éolienne en gros plan pour le Cardano, la monnaie la plus verte, une autre éolienne plus petite pour l'Ethereum qui effectue sa transition vers un système moins polluant. Le Bitcoin fait figure de mauvais élève, avec une consommation électrique annuelle comparable à un pays comme la Suisse. Concernant le Litecoin, qui n'est autre que le petit frère du Bitcoin, il consomme également trop d'énergie. Elon Musk, qui avait pourtant adopté et investi massivement dans le Bitcoin, rétropédale quelques mois plus tard et annonce dans un tweet qu'il suspend jusqu'à nouvel ordre les paiements avec cette devise virtuelle. Il est vrai que l'empreinte carbone du minage de Bitcoin fait tache dans sa belle entreprise Tesla qui prône l'écologie. Alors ok, c'est bien beau tout ça. Mais quel est le rapport avec le contrôle des peuples? C'est très simple. Les hommes de l'ombre ont tout planifié depuis longtemps. Je garde en tête le buzz qu'avait créé The Economist avec sa une du 8 mai 2021, qui mettait en exergue les crypto-monnaies d'État. Cette édition arrive 33 ans après celle de 1988, la mythique couverture qui nous préparait à une révolution monétaire. Aujourd'hui, tout le monde connaît le rapport du chiffre 33 avec certaines associations philosophiques et influentes de notre société. Vous allez me dire une fois de plus que ce ne sont que des chiffres, et je vous répondrai que tout ceci a un sens pour eux. L'idée, c'est de détruire l'argent physique au profit d'une monnaie virtuelle, impossible à cacher aux services fiscaux. Notre compte bancaire sera donc directement accessible pour le prélèvement des impôts, des taxes telles que celles liées au climat, sans oublier toutes les amendes mises en place par un gouvernement débordant d'imagination dans ce domaine. D'ailleurs, lors d'une nuit agitée, j'ai rêvé que l'on nous obligeait à coller derrière le véhicule un bon gros code QR pour les infractions routières, et que suite à un excès de vitesse, à un mauvais stationnement ou au passage d'un feu rouge, nous n'échappions pas aux scanners urbains avec une verbalisation sur le champ. En ne prenant que cet exemple, on devine bien l'intérêt qu'ont nos dirigeants pour le développement rapide d'un pass numérique, d'une monnaie virtuelle, de l'intelligence artificielle et de la connexion très haut débit. Tout est lié et tout prend sens. Une question que l'on devrait tous se poser. Chaque jour, on voit naître une nouvelle crypto-monnaie et on les compte par milliers. Alors pour quelles raisons les gouvernements laissent faire et n'en tirent aucun bénéfice financier? Rien qu'en France, l'État est ulcéré à l'idée que le Pékin moyen puisse se faire un peu d'argent sur des plateformes de vente telles qu'eBay ou Le Bon Coin, et fait tout pour centraliser ses sites web afin de tracer et faire payer le petit particulier qui ne cherche qu'à arrondir ses fins de mois. A contrario, avec l'importante spéculation sur les monnaies virtuelles, il ne fait rien. Je crois que les États pourraient tout arrêter du jour au lendemain en appuyant simplement sur le bouton « off » et qu'ils le feront un jour. Nous assistons à un test mondial sur l'acceptation et l'utilisation de la monnaie virtuelle.
La blockchain est une révolution extraordinaire qui sera utilisée tôt ou tard par les maîtres de la gouvernance mondiale. Chaque État ainsi que les GAFAM préparent en douce leur propre crypto-monnaie et interdiront à terme les autres monnaies virtuelles de circuler. Reste à savoir s'ils garderont les plus importantes en vogue, comme celle du Bitcoin. Sur la couverture ne figurent que les chefs d'État des deux plus grandes puissances mondiales. Les courbes représentent leur PIB, ce qui signifie que leur combat n'aura lieu, du moins dans l'immédiat, que sur le plan économique. Et qui sait, ils se mettront peut-être d'accord pour remonter les taux d'intérêt et jouer sur l'inflation afin de provoquer cette fameuse hécatombe financière que l'on redoute depuis des années. Force est de constater que nous assistons à une ingénierie sociale de haut vol. Et cette catastrophe économique pourrait bien donner le coup de grâce au peuple et leur faire accepter le pire. Maintenant, vers quelle politique allons-nous basculer? Vers celle des USA ou vers celle de la Chine, un pays qui séduit de plus en plus les pays occidentaux, notamment avec ses idées innovatrices telles que la carte sociale à points. Ici, nous avons en photo Centaure, l'étage supérieur de fusée qui nous emmène droit vers les étoiles. En effet, tout porte à croire que tout se jouera au-dessus de nos têtes. Pour avoir un œil sur les peuples, les élites doivent absolument développer leur réseau satellite. Ils ont besoin d'un monde ultra connecté au service de l'intelligence artificielle et couvrant le moindre centimètre carré de la surface de notre planète. Aujourd'hui, plus aucun chef d'État ne s'en cache. La gouvernance mondiale aura bien lieu, de gré ou de force. Cependant, comme en politique, il faut un leader, et en ce moment, le combat fait rage. D'ailleurs, la guerre spatiale s'intensifie de jour en jour, et là-haut, c'est devenu un véritable champ de bataille. Il y a ceux qui lancent des missions d'espionnage, comme les Russes en 2017, qui ont tenté de pénétrer le satellite militaire français. Il y a les puissances spatiales telles que les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde qui testent avec succès leurs armes antisatellites. Ou encore des pays qui expérimentent leurs armements nucléaires, comme la Chine avec son missile hypersonique des F-17 qui évolue dans l'espace à plus de 6000 km/h avec la capacité de faire le tour du globe. Désormais, les gouvernements dépendent totalement de leurs satellites, une technologie vitale pour leur économie et leur sécurité. Mais cette technologie est aussi leur talon d'Achille, puisque chaque satellite sensible peut subir l'attaque d'un autre satellite ennemi. Destruction, espionnage, voire cyberattaque. On imagine donc bien que l'instauration d'une gouvernance mondiale ne se fera que dans la douleur. Il faudra passer par le chaos. Je vais revenir sur Elon Musk, un grand génie qui risque fort de propulser notre monde vers le transhumanisme. À première vue, le transhumanisme est fascinant, puisqu'il prône l'augmentation des capacités physiques et intellectuelles des êtres humains, avec l'idée à peine voilée de les rendre immortels, tout en régulant la natalité. Elon Musk, en pointe dans ce domaine, travaille sur un implant cérébral capable de contrer certaines maladies neurologiques comme celle d'Alzheimer ou Parkinson. Et cette technologie devrait changer la vie de nombreuses personnes paralysées. Cet implant interagira avec divers objets connectés, avec l'ordinateur ou avec le smartphone. Elon Musk fait également une percée fulgurante dans le monde du véhicule électrique. Ces voitures Tesla munies d'un cerveau électronique, la fameuse puce FSD, devraient être dans les années à venir 100% autonomes et pilotées uniquement par l'intelligence artificielle. Mais ce génie va encore plus loin, puisqu'il nous dévoile son robot humanoïde, le Tesla Bot, une machine dotée de cette même puce FSD et interconnectée avec ses véhicules. Ces robots vont se relier entre eux et s'échanger mutuellement leur savoir-faire pour devenir toujours plus intelligents. Ce réseau neuronal artificiel n'aura aucune limite et risque à long terme de donner un grand coup de pied aux fesses des êtres humains. Alors, qu'en pensez-vous ? L'homme va-t-il finir par disparaître en laissant sa place au robot comme dans Terminator ?
En tout cas, Elon Musk pourrait bientôt résoudre l'équation de la conquête spatiale avec SpaceX et son Tesla Bot. En effet, l'homme a ses limites. Pour voyager dans l'espace vers une destination lointaine, il doit se confronter à la vie en communauté, dans une surface réduite, et ce durant de longs mois. Mais il doit avant tout se protéger des rayons cosmiques, un problème que personne n'a encore résolu aujourd'hui. Vous l'avez compris, le voyage spatial ne pourra se faire qu'avec les robots, ou qu'avec l'être humain en état d'hibernation, dans un caisson à l'écart de toute vie sociale et protégé des radiations. Avec ce constat, je ne résiste pas à l'idée de vous poser une autre question. Après plus de 50 ans, on assiste à une nouvelle guerre froide entre la Chine et les USA. Il y a un nouvel engouement pour la Lune. Pensez-vous que l'homme soit vraiment allé sur la Lune en 1969 ? Dites-moi tout en commentaire. En résumé, nous sommes à la croisée des chemins. Les élites vont peu à peu remplacer les travailleurs humains par des robots, des ouvriers infatigables et dociles. Ces esclaves d'un nouveau genre seront taxés par les États afin qu'ils puissent distribuer à leurs citoyens désœuvrés un salaire universel. Les populations sous contrôle devront se résoudre à marcher droit sans se plaindre et ne devenir que des consommateurs sans âme. Face aux machines, l'arrogance de l'homme risque de l'envoyer droit vers sa propre extinction, la 6e extinction de masse que la Terre a connue. Game over. Pour conclure, nous savons que le magazine The Economist aime dissimuler sur ses couvertures des dates d'événements futurs, et je pense en avoir trouvé une dans cette édition spéciale de 2022. Nous avons une graduation verticale, puis la même horizontale, avec une flèche décalée pour nous indiquer le 0. Une flèche du temps qui va de la gauche vers la droite, et une graduation jusqu'à 12 pour faire référence aux 12 mois de l'année, et nous mettre sur la voie d'une date à trouver. On aperçoit des repères dans un ordre bien défini. Une croix noire pour le premier chiffre, 2 croix rouges pour le second, et 3 croix blanches pour le troisième. Soit 1, puis 7 plus 8, 15, et enfin 10 plus 10 plus 3, 23. La date est indiquée dans le format américain, le mois, le jour et l'année, soit ici le 15 janvier 2023. Alors retenons bien cette date et voyons tous à quoi elle pourrait correspondre. Souvenez-vous, dans la série d'Archangel, les êtres génétiquement modifiés avaient un code barre tatoué sur la nuque. Combattons tous ensemble pour ne pas subir le même sort avec le code QR. Bonjour à tous. Les années s'enchaînent les unes après les autres, avec une constante, un événement majeur qui met tous les peuples dans un état de sidération. Que nous réserve l'année 2023 ? Tentons d'y voir plus clair avec cette nouvelle couverture codée par nos élites. Comme je vous l'avais déjà signalé, et c'est désormais avéré, The Economist nous livre des prédictions sur plusieurs années. En revenant sur l'édition précédente, on s'aperçoit qu'il est bien indiqué 2023. De plus, la nouvelle couverture s'imbrique parfaitement avec celle-ci et garde le même style graphique. À première vue, rien ne semble très difficile à interpréter, mais cette couverture sonne pour moi comme un leurre et cache autre chose. Tout d'abord, le magazine utilise, comme la dernière fois, un codage très technique, notamment avec ses points de diverses couleurs positionnés à des endroits spécifiques. J'en parlerai plus tard. Mais le plus frappant pour moi, ce sont toutes ces évidences mises en avant. Des personnalités politiques influentes qui menacent la paix dans le monde, ou encore un peu de technologie par-ci, par-là. Identifions les visuels. Cette dame âgée de 66 ans est la première présidente de Taïwan, et ce depuis 2016. Son pays a réussi sa mutation vers les technologies de pointe, avec notamment l'industrie des semi-conducteurs.
Derrière elle, en gros plan, le moteur d'une éolienne pour marquer sa volonté de transiter vers l'écologie. Puis un bras robotique pour confirmer les progrès de l'Asie dans un domaine qui bouleversera à coup sûr notre monde. Bien que cette présidente ne déclare pas officiellement vouloir faire de son pays un État indépendant, elle agace la grande Chine par sa proximité avec les USA. Et le monde s'agite une nouvelle fois devant la crainte d'un conflit aux conséquences désastreuses. Ici, nous avons le télescope spatial James Webb, qui a été lancé le 25 décembre 2021. Le 25 décembre n'est pas seulement le jour de Noël. Dans le calendrier cosmique, il symbolise l'apparition sur Terre des dinosaures. C'est un clin d'œil plutôt intéressant. Le 12 juillet 2022, nous avions tous été émerveillés par cette photo envoyée par ce télescope. C'est loin d'être fini. Dans ce monde multipolaire, il est difficile de faire sans la Chine et nous avons donc ici la photo de son président. La Chine n'a pas besoin d'une présence physique pour conquérir le monde, car elle le fait très bien avec la diffusion de ses produits à bas coût. Néanmoins, le monde tremble dès qu'elle remue un peu. La Chine est également tournée vers le futur, en témoigne sa voiture volante électrique 2 places, qui sera commercialisée en 2024. Sa charge de batterie devrait lui permettre de voler durant 35 minutes à une vitesse maximale de 130 km/h et à une altitude maximale de 1000 mètres. J'espère, pour les passagers, qu'ils ont prévu de doter ce véhicule d'un parachute. Ici, la présidente du Conseil des ministres d'Italie, la première femme à diriger ce pays. Elle inquiète l'Europe avec ses positions politiques. Pas besoin de vous en dire plus, vous avez compris l'idée. Là, c'est la seule image que je n'ai pas identifiée avec certitude. J'y vois des capsules d'huile de poisson, des antioxydants riches en vitamine D et oméga 3. Est-ce un conseil utile pour notre santé ? Un peu en retrait, le président de l'Ukraine, un personnage loufoque pour les uns, héros pour d'autres, qui veut entraîner à tout prix l'Europe dans un conflit sanglant. Il est représenté avec une arme ici, le seul navire de type 12, créé par les Japonais, puis avec la molécule du méthane, qui est la 3e ressource énergétique mondiale utilisée, après le pétrole et le charbon. C'est certainement pour nous glisser l'idée que nos soucis d'énergie viennent de là-bas. Ici, on retourne dans l'espace avec la sonde Psyché, du moins pas encore, car suite à des retards de tests de la NASA, cette sonde ne sera lancée qu'en octobre 2023. Sa mission ? Étudier 16 Psyché, l'un des 10 astéroïdes les plus massifs de la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Cet astéroïde métallique, au diamètre dépassant les 200 km, aurait son noyau composé de fer, de nickel et d'or. Et s'il était possible d'extraire son contenu, il rapporterait, d'après les scientifiques, 1,4 milliard d'euros à chacun d'entre nous. Cela dit, avec une telle abondance, je ne suis pas certain de leurs calculs. En attendant, cette mission n'est purement que scientifique, et la sonde ne rencontrera ce petit corps céleste qu'en 2029. Un autre président, celui des États-Unis. L'hypocrisie de cette grande puissance vis-à-vis de l'écologie est clairement affichée ici, avec en toile de fond un parc éolien et devant l'homme d'État un gazier pour transporter et vendre à l'Europe son gaz de schiste. D'ailleurs, accrochez-vous bien, en décembre 2021, donc bien avant le conflit en Ukraine, le groupe Engie avait conclu avec les Américains un contrat d'importation de gaz naturel liquéfié jusqu'en 2032. Et là, on parle bien de gaz de schiste. Et pour finir, nous avons évidemment au centre le président russe, la source de tous les maux, dixit les médias. Alors concernant ce personnage, je vous laisse seul juge. Voilà, après avoir survolé cette couverture, voici ma première impression. J'ai le sentiment que toutes ces personnalités présentes ici sont en fin de parcours, ou seront neutralisées d'ici peu. La présidente de Taïwan abandonne la tête de son parti après une défaite aux élections locales et elle devrait quitter le pouvoir en 2024. Le président chinois a très mal géré la crise sanitaire de son pays et continue d'opprimer son peuple. Il fait face à de grandes révoltes et sa réélection de 2023 est plus que compromise. La chef d'État italienne est la cible des dirigeants européens. Elle ne devrait pas faire long feu au pouvoir.
Le président ukrainien traîne d'énormes casseroles, notamment dans le trafic d'armes international. Tout a une fin, et après cette tragédie qui touche son pays, il devra rendre des comptes. Concernant les USA, je suis émerveillé par la tolérance qu'ont les citoyens américains envers leur président. Une personne dépendante qui ressemble, hélas, à la plupart des résidents de nos EHPAD en France. Comment peut-il encore tenir les rênes du pouvoir ? D'autant plus que son nom est cité dans plusieurs affaires douteuses. Quant au président russe, son sort est déjà scellé. Il disparaîtra d'une manière violente, où il prendra la poudre d'escampette. On ne peut pas imaginer les choses autrement. Quand j'observe ce tableau, j'ai la nette impression qu'ils veulent détourner notre attention vers le conflit en Ukraine et vers celui qui peine à venir en Asie, alors que le chaos pourrait très bien venir d'ailleurs. Curieusement, à la différence de l'année dernière, ils ne parlent ni de virus ni d'économie, un thème qui a pourtant fait la renommée mondiale du magazine. Alors je crois que ces fameux hommes de l'ombre veulent tester une nouvelle fois la résilience des peuples, comme ils l'ont fait avec la crise sanitaire. Et cette fois, la peur change de figure et prend celle d'une crise énergétique. Dans les médias, le procédé ne change pas. Ils répètent en boucle à qui veut l'entendre que les prix du gaz explosent à cause d'une guerre en Europe. Et vous l'avez vu, tout était planifié. Ils avaient déjà signé en 2021 un contrat d'importation de gaz avec les USA. Pour attiser la peur et justifier des prix élevés, ils menacent les peuples d'une pénurie d'électricité avec comme conséquence des coupures de courant. La raison viendrait d'un nombre record de réacteurs nucléaires à l'arrêt. Et là encore, ils nous mentent. Il suffit de se rendre sur le site web de l'autorité de sûreté nucléaire pour connaître les réacteurs mis à l'arrêt. En 2021, il y en a eu 41. En 2022, nous en sommes à 28. Et pour cette même période, le nombre de réacteurs nucléaires à l'arrêt est similaire. Avez-vous eu des coupures d'électricité en 2021 ? La réponse est non. Alors même avec un froid sibérien, si dans les mois à venir, nous connaissons de telles coupures sur tout le pays, posons-nous les bonnes questions. On ne pourra pas écarter la manipulation de nos dirigeants. Sur cette couverture, aucune référence à l'économie, à la finance ou même aux crypto-monnaies. Et pourtant, chaque année, nous attendons l'explosion de notre système financier. Un système financier mondial à la Ponzi, une inflation galopante, des taux d'intérêt en augmentation, une bulle immobilière qui éclate, un massacre sur les crypto-monnaies, des faillites d'entreprises en pagaille, du chômage en hausse, des records de surendettement. Le magazine n'aborde aucun de ces sujets, et c'est peut-être une raison pour nous de s'inquiéter. Cela dit, le dollar est encore loin de faire sa révérence, même s'il est intéressant de faire un parallèle entre la chute de l'Empire romain du 5e siècle et celle de l'Empire américain d'aujourd'hui. À l'époque, le naufrage de l'Empire romain était dû à ses nombreuses guerres partout dans le monde, à la perte de valeur de sa monnaie, à l'instabilité de sa politique, à sa corruption de masse et à la dégradation de ses mœurs, un peu comme ce que l'on vit maintenant. Revenons à notre temps. Pour clôturer cette partie sur la finance, j'ai une pensée forte pour tous ceux qui ont bu les bonnes paroles de nos médias lorsqu'ils nous disaient que le Bitcoin atteindrait très vite les 500 000 euros. Je suis vraiment désolé pour eux, car personnellement, je pense que cet actif virtuel descendra sous la barre des 10 000 euros, et ce, dès le début de l'année 2023. La création de cette monnaie virtuelle reste très obscure et la confiance envers celle-ci est désormais rompue. Si vous liez ça à notre crise énergétique, ça ne sent pas très bon. Alors pourquoi veulent-ils tester la résilience des peuples ? C'est peut-être pour trouver le bon timing pour la mise en place du pass numérique, qui englobera à terme le crédit social, le crédit écologique, la santé et votre argent numérique. Petite parenthèse, j'ai un être cher de mon sang qui vit au Japon et qui me dit que le pass numérique existe déjà. Il n'est pas obligatoire, mais on offre une prime de 200 € pour ceux qui veulent adhérer à ce système. Si j'avais l'intention de vous faire peur avec cette couverture,
Je mettrai en avant le lien possible qu'il y a entre le télescope spatial James Webb, qui fait discrètement référence aux dinosaures, et la sonde Psyche qui doit partir étudier un astéroïde massif large de 200 km. Et comme vous le savez tous, il y a 66 millions d'années, c'est bien l'impact d'un astéroïde qui a donné le coup de grâce aux dinosaures. Des animaux préhistoriques très mal en point, qui subissaient déjà une activité volcanique extrême. Souvenez-vous bien, c'est dans ces lieux polaires qu'on a construit des bunkers de toutes sortes, comme cette arche de Noé végétale qui est aujourd'hui la plus grosse réserve mondiale de semences. Ont-ils des informations que nous n'avons pas? Évidemment, nous serions toujours les derniers à les connaître. Redoute-t-il une catastrophe mondiale? C'est la grande question, en tout cas il s'y prépare. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais faire un focus sur le codage très technique qu'utilise le magazine depuis l'année dernière. Dans l'édition de 2022, j'avais trouvé et mis en lumière une date, celle du 15 janvier 2023. Pour nous, qui sommes privés de certaines informations, cette date n'aura peut-être aucune signification. Mais pour eux, c'est différent, croyez-moi. Ils n'ont pas indiqué cette date par hasard. Pour dissimuler leur message sur la couverture 2023, ils ont utilisé un autre cryptage, a priori très complexe. Ces points de différentes couleurs forment la solution. Je n'ai encore rien déchiffré, mais j'ai trouvé de sérieuses pistes. Si d'aventure j'avais le bonheur de résoudre cette énigme, je vous mettrai une vidéo afin de vous faire part de cette découverte. En attendant, vous pouvez m'aider en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Prenez soin de vous et à bientôt. Vous êtes un vautour, Corso. Un vautour. Et qui ne l'est pas dans notre métier. Vous êtes un être sans scrupules. Bonne chasse. Je vois que mon petit discours vous a fortement stimulé, monsieur Corso. Non pas que je pense que vous ayez beaucoup d'amis, hein, monsieur Corso. C'est plutôt rare chez vos semblables. Nous avons cela en commun. Si vous tenez à exposer vos philosophies personnelles, écrivez un autre bouquin. Vous ne m'aimez pas, Corso? Je n'ai pas à vous aimer. Vous êtes un client, vous payez bien. Vous êtes un privilégié, monsieur Corso. Il arrive à bien peu de gens d'entrer ici. Vous m'en direz tant. Êtes-vous croyant, monsieur Corso? Je veux dire, est-ce que vous croyez au surnaturel? Je crois en mon pourcentage. J'ai une totale confiance en vous, monsieur Corso. Vous êtes là, monsieur Corso? Oui. Je vous mets en communication. Monsieur Corso, what the... C'est Dean Corso, monsieur Fargas. Corso. Oh oui, oui, je vous en prie. Oui. Monsieur Corso. Et comment vous m'avez retrouvé? Où est-ce que vous êtes en fait? Il me faut cet exemplaire, monsieur Corso. Achetez-le-moi. Bonjour Grobert. Bonjour, monsieur Corso. Je suis ravi de vous voir. Je suis Dean Corso, j'ai rendez-vous avec la baronne Kessler. Oui, monsieur Corso. Ah oui, monsieur Corso, je vous en prie. J'ai beaucoup entendu parler de vous. De quoi désirez-vous me parler, monsieur Corso? Pour qui travaillez-vous au juste, monsieur Corso? Vous avez abusé de mon hospitalité, monsieur Corso. Vous ignorez où vous mettez les pieds, monsieur Corso. Renoncez avant qu'il soit trop tard. Rendez-moi un service, Robert. Certainement, monsieur Corso. Je ne fais que veiller sur l'investissement que vous représentez pour moi, monsieur Corso. La flatterie ne vous mènera nulle part, monsieur Corso. Veuillez poursuivre. Vous avez ma permission de pousser plus loin vos recherches, monsieur Corso. Ma permission ne va pas jusque-là, monsieur Corso. Écoutez-moi très attentivement, monsieur Corso. Je vous prie d'excuser mon jeune collègue, monsieur Corso. Ce qu'il a fait est impardonnable. Non, Corso! Non! Corso. À quoi vous vous attendiez? À une apparition? On ne veut pas de vous ici, monsieur Corso. Partez. Je vais vous dire, monsieur Corso, en dépit de nos divergences, j'ai une sorte de faible pour vous. Très touché. Nous avons quelque chose en commun, vous et moi. Nous partageons la même passion.